Bonjour et bienvenue dans Apprentissage et pratique éclairée, le podcast où la recherche en sciences cognitives rencontre le terrain. Je m'appelle Alice Latimier, je suis docteure en psychologie cognitive et spécialiste de l'optimisation de l'apprentissage. Dans chaque épisode de ce podcast, je donne la parole à des chercheuses et des chercheurs en sciences de l'éducation et en sciences cognitives, mais aussi à des enseignants et enseignantes, formateurs, formatrices, ingénieurs, conseillers pédagogiques, plus largement à celles et ceux qui font vivre l'éducation et la formation au quotidien, y compris dans les environnements numériques. Cela fait largement consensus que de bonnes conditions d'apprentissage sont essentielles, car elles permettent à la fois la réussite individuelle des apprenants et des apprenantes, mais favorisent aussi le progrès global de la société. Et si l'apprentissage est efficace, cela permet non seulement de développer des compétences, mais aussi de favoriser l'innovation, de renforcer la coopération entre les individus d'une société et plus largement de mieux s'adapter aux transformations rapides qui nous attendent. Au sein de l'agence Cogix, nous ouvrons les portes des laboratoires pour transformer les données de la recherche en sciences cognitives en véritables leviers d'action concrets pour les professionnels de l'apprentissage et de la formation. Bonjour Marie, Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'apprentissage et pratique éclairée. Aujourd'hui, c'est un éclairage du labo, mais évidemment, tu vas aussi donner pas mal d'exemples du terrain, donc c'est un petit peu des deux, éclairage du labo, éclairage du terrain. J'aimerais qu'on parle avec toi de l'adaptation au changement. Déjà, comprendre comment notre cerveau s'y adapte. Et puis progressivement aller vers des recommandations pratiques pour accompagner des personnes qui vivent des transformations dans le contexte du travail, en l'occurrence la fonction formation et tous les professionnels de la pédagogie qui vont faire face à des défis majeurs avec l'IA notamment. Comment on peut finalement préparer le terrain pour que des transformations parfois subies se passent quand même bien du point de vue de la montée en compétences. Voilà de quoi on va parler. La première question, elle est assez simple. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Je suis Marie Lacroix, je suis docteure en neurosciences. Donc j'ai fait ma thèse sur le lien entre le sommeil et la mémoire, donc comment notre cerveau consolide nos apprentissages. Et je suis aussi cofondatrice de Cogix, donc le cabinet de conseil spécialisé en sciences cognitives appliquées au monde du travail. Et effectivement, donc en 2018, j'ai cofondé cette société avec l'envie d'appliquer les connaissances en sciences cognitives au monde du travail comme levier pour amener un regard sur finalement nos mécanismes de pensée, de fonctionnement, les mécanismes qui sont à l'origine de nos comportements, pour en faire des leviers d'amélioration des pratiques de travail et puis d'amélioration aussi de tous les leviers qu'on peut mettre en place à l'échelle organisationnelle pour faire en sorte d'avancer le plus sereinement possible. On va directement rentrer dans le vif du sujet et parler donc des apports des sciences cognitives. Comment notre cerveau s'adapte, en tout cas quelle compréhension on a de sa capacité à s'adapter à des situations parfois très nouvelles, parfois difficiles, et plus largement comment on s'adapte à des changements. Déjà, j'aime dire que notre cerveau, c'est une machine à s'adapter grâce au mécanisme qui s'appelle la plasticité cérébrale. Donc, dans notre cerveau, on a environ 100 milliards de neurones. Chaque neurone est interconnecté à environ 1000 autres neurones, et ces points de contact, ce sont les synapses. Et ces synapses, le poids, la force de ces interconnexions, disons, évolue tout au cours de la vie. Et donc, cette plasticité cérébrale, c'est vraiment le fait que ces réseaux évoluent au gré de nos expériences. À chaque fois qu'on est confronté à des situations, eh bien, ça change la manière dont ces neurones s'interconnectent, tous interagissent. Donc, on est vraiment capable de s'adapter au gré de ce que l'on rencontre dans notre vie pour réajuster la façon dont on voit le monde, dont on réagit au monde. Donc ça, cette plasticité cérébrale, elle est présente tout au long de notre vie, à tout âge, et donc même si on a construit notre représentation du monde à l'âge adulte, qu'on a construit tout un tas d'automatismes au gré de nos expériences, on est toujours capable de les ajuster. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais en tout cas c'est possible du point de vue biologique. Donc ça, c'est le point de départ. Notre cerveau, c'est une machine à s'adapter, une machine à justement ajuster notre façon d'interagir avec le monde.
Alors, la réalité, c'est que face à des changements, et en particulier des changements subis, comme tu l'as mentionné, dans des contextes de travail, il y a tout un tas de mécanismes cognitifs qui font que finalement, c'est pas si simple de changer. Les premiers mécanismes, c'est les mécanismes d'aversion au changement. Donc, il y a notamment deux mécanismes qu'on peut citer, c'est l'aversion à la perte. C'est-à-dire que globalement, face à une situation où on a la capacité de gagner quelque chose ou de perdre quelque chose, on a toujours tendance à représenter la perte comme étant plus importante. Donc, voilà, on va avoir tendance à surestimer les pertes vis-à-vis des gains. Donc notamment, si on change juste de bureau, on va avoir spontanément, face à cette possibilité de changement, à tendance à surestimer tout ce qu'on va perdre, donc à la fois le confort de notre chaise, la vue qu'on a, etc., face aux gains potentiels, peut-être une modernité du nouveau bureau, d'autres fonctionnalités, etc. Donc, il va falloir, disons, qu'on nous mette sous le nez 3 fois plus de gains que de pertes pour qu'on puisse se dire « Ah oui, là, ça vaut le coup de changer », disons. Donc ça, c'est un premier mécanisme. L'autre mécanisme, c'est l'aversion à l'incertitude, c'est-à-dire face à des situations dans lesquelles on ne sait pas, il y a plein d'incertitudes, il y a plein d'ambiguïtés, on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler, eh bien, on a tendance à justement éviter ces situations. On sait que dans notre cerveau, ça va avoir tendance à activer des régions spécifiques comme des régions qui sont impliquées dans la peur. Donc, c'est face à l'incertitude, face au risque, il y a vraiment une activation de ces régions de notre cerveau comme si c'était codé négativement. On va avoir tendance à donc éviter ce type de situation. Donc, on se dit, oulala, cette situation où on ne sait pas où on va versus mon cadre de travail, mon contexte de travail actuel, la façon dont je fais les choses, finalement, je vais avoir beaucoup de mal à m'orienter vers ces situations nouvelles, incertaines, par rapport à ce que moi je connais. Donc les mécanismes, ils sont aussi issus de choses très pragmatiques, c'est que notre cerveau, il n'a pas des ressources infinies, donc finalement, face à des situations qui sont incertaines, nouvelles, sur lesquelles je ne peux plus me reposer sur des automatismes ou des représentations mentales que j'ai construites au gré de mes expériences, et ça va me mettre dans une situation d'évitement pour préserver finalement la capacité à faire à moindre coût, disons. Et effectivement, dès lors qu'on peut plus se reposer sur nos automatismes de pensée ou de nos compétences acquises, eh bien, ça devient très coûteux de naviguer dans un environnement nouveau. Alors, ceci étant dit, encore une fois, ces mécanismes-là, ils peuvent nous faire éviter des situations de changement, mais au gré de nos expériences, on peut aussi avoir été énormément exposé à des situations de changement et être persuadé que peu importe ce qui nous arrive, on va être capable de s'adapter, soit individuellement, soit collectivement, parce qu'on a un collectif de travail qui a su faire face à des grandes transformations, des réorganisations, des gros changements, et donc on peut avoir acquis une grande confiance dans notre capacité à s'adapter, s'ajuster et à naviguer de manière face à l'incertitude. Et donc ça, c'est des choses aussi, des mécanismes qui sont acquis, le fait d'être persuadé qu'on a la capacité de faire face, de trouver les ressources pour s'adapter, même si on ne sait pas vraiment où on va. Peut-être pour déconstruire un neuromythe, c'est naturel, c'est lié à des mécanismes cognitifs. Il y a un aspect assez universel dans ces aversions à la perte et à l'incertitude. Et c'est pas une question de personnalité, comme parfois on peut l'entendre. Celui-ci ou celle-là, il est franchement résistant, c'est son caractère. C'est important de pouvoir aussi repartir des mécanismes cognitifs. Et j'imagine qu'il y a des choses qui exacerbent ces aversions et d'autres qui au contraire peuvent aider à les réduire, justement. Oui, tout à fait. Et donc effectivement, cette notion de pouvoir se concentrer sur ses propres ressources, capacité à faire face, effectivement, on a tendance à se dire qu'il y a des personnalités qui sont friandes du changement versus d'autres qui sont plus frileuses. En réalité, c'est effectivement en fonction de nos expériences de vie, où on va se dire, effectivement, dans ce domaine-là, je sais que j'ai la capacité de m'adapter, ça m'intéresse, je suis curieuse. Effectivement, ça vient renforcer ensuite cette capacité à faire face à de la nouveauté, à des changements dans ce même domaine. Donc c'est quelque chose qui se construit et qui peut aussi s'entretenir, se bâtir collectivement, c'est-à-dire à l'échelle d'une organisation, d'un collectif de travail. On peut aussi construire cette confiance dans les capacités, dans les ressources collectives à faire face à un changement parce qu'on sait justement qu'on va pouvoir co-construire, s'ajuster, itérer pour trouver les bonnes solutions.
Et peut-être justement les conditions qui favorisent ça, je peux revenir plutôt à un mécanisme cognitif individuel, ce qu'on appelle le locus de contrôle, parce que finalement, là où j'ai l'impression, qui est en maîtrise de ma vie, en gros, sur ce qui m'arrive, est-ce que c'est moi ou est-ce que je subis tout un tas d'aléas dont j'ai pas la maîtrise? Et en fait, ce locus de contrôle, il est assez essentiel. Si j'ai l'impression que c'est moi qui maîtrise ce qui m'arrive, eh bien, je vais avoir tendance à être plus serein face à ma vie, et c'est aussi un stabilisateur psychologique, donc je suis mieux. Et à l'inverse, si j'ai l'impression que ce qui m'arrive, c'est soit dû au hasard, à la chance, aux décisions des autres, eh bien ça fragilise la psychologie. On sait que c'est associé à une augmentation du risque de dépression, notamment, et une augmentation du stress. Donc ça, c'est quelque chose on peut faire le parallèle avec ce qu'on a tous vécu pendant la crise Covid, où on s'est retrouvé à faire face à un bouleversement de nos vies, une incapacité à faire des choses qui semblent essentielles pour nous, à la fois des activités qui sont ressourçantes pour nous, le fait d'être auprès de nos proches, d'avoir des activités sociales riches qui nous font aussi relativiser d'autres situations stressantes, que ce soit au travail ou des soucis. Effectivement, le fait d'être privé de cette liberté d'agir à travers les décisions gouvernementales qui restreignaient nos libertés, et puis aussi cette pandémie qui nous tombe dessus, qui est un peu le hasard des choses, eh bien, ça diminue ce sentiment d'être en maîtrise de notre propre vie, et ça peut avoir fragilisé, comme on l'observe à l'échelle mondiale, ça a fragilisé la psychologie. À l'inverse, il y a des personnes qui ont très bien vécu cette crise parce que du fait de ces confinements, ils ont passé plus de temps sur des choses qui avaient de la valeur pour eux, recentrées sur la famille, etc. Donc au contraire, ils ont pu ressentir une augmentation de ce locus de contrôle parce que le sentiment de faire plus de choses qui ont de la valeur, en autonomie, en capacité d'agir, etc. Donc si on revient à ce sujet du changement, en fait, quand on est en situation de subir un changement, ça fragilise ce locus de contrôle, on a l'impression de subir les choses, de ne plus être en maîtrise, ne plus être moteur, en tout cas, de ce qui va influencer notre vie, notre quotidien de travail. Et donc, comment on fait pour s'adapter collectivement? C'est déjà favoriser le retour du contrôle. Alors bien sûr, quand c'est un changement qui est complètement incertain, tel que celui de l'IA, on ne sait pas, on ne peut pas maîtriser en fait ce qui va advenir. En revanche, ce qu'on peut maîtriser, c'est la manière dont on va itérer, la manière dont on va contribuer, la manière dont on va mettre des gens à la fois à contribution et se sentir impliqués dans ce changement-là. Donc ça va passer par tout un tas d'implications à la fois pour donner son avis, donner aussi ses craintes, parce que les craintes, elles peuvent être tout à fait légitimes, et une fois qu'on les pose sur la table, on peut soit trouver des leviers, soit accepter qu'elles sont légitimes, et donc trouver des moyens de contourner l'origine de cette crainte-là. Donc tout ça, c'est des choses qui vont effectivement pouvoir bénéficier à l'avancée vers le changement. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont entre les mains des organisations du travail pour favoriser une bonne adaptation individuelle et collective, comme tu l'as dit. Et peut-être tu pourras nous donner des exemples justement un peu peut-être de projets ou comment on s'y prend, c'est quoi un peu les étapes clés. Justement, si on remet ça dans le contexte de la transformation des métiers de la formation et de l'enseignement, qui subit en plus une accélération considérable, moi, de ce que je peux lire, voir, c'est qu'on essaie de suranticiper. Finalement, on apprend un peu de nos erreurs passées. Je pense notamment au boom des MOOC, où il y a eu quand même une forme de retour en arrière et une déception. Et j'ai le sentiment, et c'est plutôt positif, de voir quand même beaucoup de rapports, de recommandations, d'accompagnement qui naissent autour de comment utiliser l'IA à des fins pédagogiques. Donc déjà, est-ce que pour toi, c'est une bonne manière de faire les choses pour leur permettre de s'adapter? Mais plus globalement, à quoi les organisations et les institutions doivent être vigilantes pour que ce tournant, qui est sans pareil, puisse bien se passer? Parce que là, il est clairement subi, en fait, il n'est pas choisi. Tout à fait. En fait, donc, le prisme que l'on prend, nous, pour justement favoriser l'engagement dans le changement, c'est les piliers cognitifs qui font que, justement, on va s'engager dans le changement. Et encore une fois, quand je dis ça, c'est pas manipulatoire. C'est-à-dire, c'est pas parce que la direction se dit
il faut absolument que tout le monde adopte l'IA, que l'engagement dans le changement, ça veut dire qu'il faut manipuler les gens pour qu'ils s'engagent dans l'utilisation à tout prix de l'IA. En fait, justement, et je pense que dans les organisations qu'on a accompagnées, il y a souvent une intention de la part de la direction, mais ensuite dans la mise en œuvre, c'est justement là où il faut pouvoir se reposer sur le collectif pour prendre en compte tous les avis divergents qui sont souvent justifiés, pour faire en sorte de trouver la bonne mise en œuvre de cet objectif, de cette intention, pour prendre en compte la réalité du terrain, la réalité des métiers, et surtout les risques que ça peut représenter pour l'éthique, pour la valeur, etc., qui sont souvent portés par toutes ces objections individuelles. Donc, c'est quoi les piliers de l'engagement dans le changement ? Déjà, c'est la compréhension de c'est quoi qui est attendu, c'est quoi ce changement-là. Donc, tout un tas de connaissances, de compréhension sur le changement. Donc, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre, quelle est l'intention, et donc notamment adopter l'IA juste pour adopter l'IA, ça n'est pas une proposition de valeur. Donc, comment est-ce qu'on donne du sens à ça ? Donc, on adopte l'IA parce qu'on veut libérer du temps pour des choses qui ont de la valeur, ou on adopte l'IA parce qu'on pense que ça va augmenter l'égalité des chances, l'accès à des ressources de tutorat, enfin voilà, toujours donner du sens. Personnalisé. Voilà, exactement. Ouais. Il peut y avoir plein d'avantages à utiliser l'IA, mais en tout cas, l'idée, c'est de redonner du sens, de la cohérence, qui soit en accord avec les valeurs métiers des individus à qui on demande de changer. Aussi, un des piliers clés, c'est le soutien. Donc, comment est-ce que les individus vont se sentir écouter aussi, accompagner à la fois dans le fait de pouvoir monter en compétences, de pouvoir exprimer leur point de vue, leurs inquiétudes et avoir des retours, sentir que c'est aussi quelque chose de collectif, on leur demande de changer collectivement, donc ils vont pouvoir aussi se soutenir dans ces réadaptations de manière collective, avoir aussi de la valorisation vis-à-vis de ce qu'ils font, etc. Donc ça, toute cette partie soutien, elle est extrêmement essentielle. Si on nous demande de changer mais qu'après, il n'y a plus personne pour nous y accompagner, ça ne peut pas fonctionner. Aussi, il faut pouvoir avoir vraiment de l'espace mental, de la capacité à faire. Donc, comment est-ce que collectivement, on dégage du temps pour s'adapter ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des moments dédiés, des instances dédiées, la valorisation du temps passé aussi à s'adapter. Donc, tout ça, c'est aussi des choses qui se font à l'échelle organisationnelle, à l'échelle managériale pour vraiment laisser du temps à cette adaptation. Et le dernier point, c'est vraiment cette notion de contrôle, de ce sentiment de contrôle et de locus de contrôle. Donc comment on implique les gens en leur demandant leur avis à différentes échelles. Ça ne veut pas dire leur demander l'avis sur tout, mais en tout cas leur permettre de contribuer et de façonner la mise en œuvre du changement. Donc ça, c'est vraiment les grands points. Et donc comment ça se manifeste ? Donc je peux donner quelques exemples, où notamment... je peux donner un retour d'exemple, un exemple de retour terrain où on a accompagné une réorganisation à l'échelle d'un département. Et donc, il y a une réorganisation qui touchait principalement un des services. Donc, la direction avait anticipé que c'était dans ce service-là qu'il y aurait le plus de mal-être, de difficultés à changer. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'ils ont observé. Il y a eu des grandes difficultés vis-à-vis de la réorganisation plutôt dans d'autres services. Et qu'est-ce qui faisait que ce service était particulièrement résilient, en fait, et pas forcément touché, alors même que c'était dans ce service-là qu'il y avait le plus de changements, de réorganisation? Eh bien, c'est qu'il y avait déjà une perception du soutien, de l'entraide qui était extrêmement présente. Donc, le collectif était déjà fort, et donc, collectivement, ils savaient qu'ils allaient pouvoir se réadapter. Donc ça, c'est un premier retour terrain. Finalement, le fait d'avoir un collectif qui s'entend bien, où il y a de l'entraide, où on valorise aussi le fait de créer de la connaissance mutuelle, de l'interconnaissance, et le fait de travailler ensemble, et pas forcément siloter chacun dans son coin avec des périmètres très silotés, justement, eh bien, ça favorisait le fait de pouvoir s'adapter. Donc la transversalité et la qualité des relations, d'une certaine manière. C'est ça, la qualité des relations, le fait d'avoir investi l'esprit d'équipe, c'est quelque chose qui a été très vecteur de capacité à s'adapter sereinement. Dans ce même département, donc un autre service qui avait vraiment cette
habitude de co-construire, donc ils co-construisaient des scénarios, donc même s'ils avançaient à tâtons, avec plein d'incertitudes sur là où ils allaient, il y avait vraiment cette culture-là de la co-construction, donc ça, sans réduire complètement l'incertitude et donc l'inquiétude vis-à-vis de l'avenir, les équipes partageaient vraiment à quel point ils se sentaient en confiance dans la capacité à s'adapter. Et donc ça, c'est quelque chose, même si on ne sait pas où on va, on sait que collectivement, on a les moyens de s'ajuster au fur et à mesure. Et puis, donc un autre retour de projet, là sur... donc là où c'est un peu différent, c'est que c'est un projet de réorganisation où, a priori, on sait où on va. Alors que dans l'IA, il y a quand même cette notion d'ajustement qui va se faire un peu en temps réel, quoi. Donc on ne sait pas vraiment où on va, mais on sait qu'il va falloir aller dans une direction. Et donc dans ce projet de réorganisation, pareil, il y avait quand même beaucoup d'incertitudes dans la mise en œuvre réelle de cette réorganisation, avec mutualisation de certains services, etc. Et donc ce qu'on a pu accompagner, c'est vraiment le fait de faire des focus group métiers ou par fonction transversale, où on est allé questionner vraiment à la fois la perception des gains, la perception des pertes, la perception des incertitudes. C'est vraiment où est-ce que c'est flou. Et ce qui en ressort, c'est que déjà, les résistances, ce qu'on appelle résistance, parfois c'est pas du tout des résistances, c'est des questions très pragmatiques de on nous a pas informé d'eux, on n'a aucune idée de comment ça va se mettre en œuvre, à quelle échéance, etc. Alors même que la direction n'avait pas forcément anticipé ces questions-là, et donc n'y avait pas répondu, alors même qu'il y a des réponses. Donc parfois, le fait juste de mettre sur la table ce que c'est que ces formes de résistance, en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut répondre simplement. Il y a des choses aussi auxquelles on n'a pas de réponse, mais donc on peut mettre en priorité, disons, des actions concrètes pour aller répondre à ce besoin-là de savoir comment ça va être implémenté, d'avoir des exemples de là où ça a été déjà implémenté, etc. Donc c'était des choses où on pouvait... Pour rassurer d'une certaine manière. Exactement. Des inquiétudes qui sont légitimes et qui peuvent être adressées de façon assez simple. Après, sur les résistances qui restent, effectivement, sur d'autres projets, par exemple, face à un déménagement, il y a tout un tas d'inquiétudes qui peuvent être levées par l'information, par le fait de faire des ateliers où on va se projeter dans les nouveaux espaces, nouvelles façons de fonctionner. Mais en revanche, il y a tout un tas de choses qui vont être résolues simplement au moment où on va investir les lieux, parce qu'on va finalement résoudre toute cette incertitude par le fait d'être dans les lieux. Donc il n'y a qu'au moment du déménagement qu'on va pouvoir répondre aux dernières inquiétudes, disons. Donc voilà, et donc nécessité d'ajuster ensuite en fonction du retour sur les usages, de la réorganisation ou des usages des nouveaux espaces dans le cas d'un déménagement. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment nécessiter de l'accompagnement dans la durée, à la fois en amont, pendant et après. Peut-être sur un argument qui revient assez souvent sur les potentiels bénéfices ou promesses de l'IA, c'est le gain de performance. Je vais pouvoir performer mieux et notamment, peut-être dans ma pédagogie, avoir la capacité d'avoir une plus grande diversité d'exercices, une plus grande différenciation pédagogique, une plus grande capacité à faire du feedback. Donc il y a un peu cette promesse, en tout cas, la manière dont on veut faire adhérer, c'est beaucoup autour de la performance. Mais moi, ce qui me questionne, c'est est-ce qu'on risque pas de générer une forme d'insécurité vis-à-vis de à quoi sert mon travail ? Quelle est du coup ma valeur ajoutée en tant qu'humain si la performance réside dans l'outil, et notamment la notion d'auto-efficacité qui est assez clé aussi, son maintien est assez clé pour bien s'adapter à un changement. Tout à fait, donc la notion d'auto-efficacité, c'est vraiment le fait de savoir que l'on peut atteindre ses objectifs, qu'on a les capacités de le faire et qu'on le fait de manière efficace. Et cette auto-efficacité, c'est un des piliers de l'engagement au travail. Si on réfléchit à ce qui nous a mené au poste que l'on occupe aujourd'hui, souvent on n'aurait pas pu imaginer qu'on fasse ce travail-là à la sortie de nos études, et c'est au gré des opportunités, au gré de là où on sent qu'on est efficace, qu'on est performant et qui crée de l'intérêt chez nous, eh bien on va finalement se spécialiser vers tel ou tel métier ou telle ou telle fonction. Et donc cette auto-efficacité,
plus elle est importante, plus on sait qu'on va pouvoir réinvestir des efforts similaires pour atteindre des objectifs ou des challenges similaires. Donc ça vient vraiment renforcer ce processus de renforcement dans notre cerveau, cette capacité à se réinvestir dans des activités similaires. Et le risque, effectivement, dans ces outils qui viennent servir la performance, qui viennent performer à notre place, c'est de rompre le lien entre l'effort qu'on investit et le résultat qu'on obtient. Donc effectivement, si l'outil fait pour moi, finalement, il n'y a plus ce lien qui se fait entre là où j'ai investi mon effort et l'objectif que je cherche à mener. Et donc ça peut rompre finalement ce qui vient entretenir notre engagement dans le travail. Donc là, c'est sûr, je pense que effectivement, si on fait le parallèle avec la transformation numérique, disons, je pense que quelqu'un qui était habitué à faire des calculs à la main, des fiches de paye ou des contenus où on devait tout écrire, eh bien, le fait de devoir passer à quelque chose de numérique, on avait l'impression aussi que ça allait faire tout un tas de choses à notre place, et donc ça pouvait transformer finalement la valeur qu'on mettait dans notre travail. Et c'est le cas, hein, ça a quand même transformé tout un tas de métiers, la réalité de tout un tas de métiers, et donc là où on était très performant, je ne sais pas, là, avec la machine à écrire, finalement ça paraît obsolète aujourd'hui, et donc il va falloir retrouver d'autres leviers de sentiment d'auto-efficacité. Et donc c'est là aussi où finalement ça oblige à se réinterroger sur la valeur de nos métiers. C'est quoi la valeur justement d'un ingénieur de formation, c'est quoi la valeur d'une directrice learning, c'est quoi... Enfin voilà, donc s'interroger sur la valeur, parce que si l'outil y a fourni finalement le contenu, ou même est capable d'interagir, d'accompagner, de tutorer, c'est quoi notre valeur ajoutée? Et donc, effectivement, là, ça va être un peu une question centrale, auquel je n'ai pas forcément la réponse. Mais en tout cas, il faut se la poser. Il faut se la poser. Et effectivement, dans la manière dont on accompagne le changement, souvent, un des leviers qui fonctionne bien, c'est d'interroger finalement l'impact de la transformation sur les leviers de l'engagement dans le travail. Donc ça, c'est un prisme qui est assez intéressant, et se dire finalement, comment est-ce que la transformation peut aussi venir, au contraire, renforcer ces leviers-là. Donc comment est-ce qu'on va se sentir à nouveau... dans un sentiment d'auto-efficacité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut pouvoir redonner la capacité des individus à fournir des efforts qui vont qui vont être valorisés, parce qu'on sent que c'est ça qui va apporter de la valeur ajoutée pour les apprenants, pour les formateurs qu'ils accompagnent. Donc c'est retrouver justement sa valeur dans ce travail-là. C'est aussi vérifier qu'ils ont vraiment la maîtrise, donc les compétences pour faire ça, et comment est-ce que à travers un travail entre pairs, on peut favoriser cette montée en compétences. Le fait de pouvoir aussi renforcer le lien social, toujours, sentir qu'on fait partie d'un collectif, on a un esprit d'équipe, on sent qu'on peut être soutenu, notamment dans tous les coups durs qu'on va pouvoir traverser dans cette transition. Soutien managérial aussi, on se sent compris, même si souvent les managers ils ont envie que ça avance, mais le fait de pouvoir aussi bien écouter les inquiétudes pour y répondre collectivement, ça ne veut pas dire que c'est le rôle du manager de répondre à tout, et bien c'est quelque chose qui va pouvoir aussi favoriser le maintien de cet engagement dans le travail. Le fait aussi de sentir que on a le contrôle, donc on est impliqué, on a des marges de manœuvre, on est attendu sur le fait de co-construire cette nouvelle façon de fonctionner. Et le fait aussi de maintenir ce sentiment d'utilité en sachant pourquoi on le fait, en fait, en se re-questionnant collectivement toujours sur quelle est la valeur de ce qu'on apporte là, ces changements-là, comment on vérifie aussi que ça apporte bien cette valeur-là. Voilà, donc quelques exemples de comment du prisme là de l'engagement dans le travail qui est absolument à interroger, de se dire finalement cette transformation là, comment
comment elle impacte négativement ou positivement ce lien avec le travail, et comment on refait, on redonne en disant dans cette transformation quelle est la promesse salariée, c'est-à-dire comment on réactive certains de ces leviers de l'engagement, on s'assure qu'on va bien les réactiver, les renforcer dans cette transition-là. Tu as déjà finalement répondu à ma dernière question sur les grandes recommandations et des conseils, des caps à suivre. C'est vrai que avoir accès à la finalité de ces actions, en général, quand on est enseignant, formateur, c'est assez facile. Mais il faut s'assurer que l'IA, elle vient pas court-circuiter ce retour d'action. Je pense notamment à des chatbots pédagogiques qui peuvent être à la fois l'input et l'output, qui reçoivent toutes les réponses d'un apprenant. Et moi, en tant qu'enseignant ou formateur, en fait, j'ai même plus tellement la main dessus. En tout cas, c'est un des plus gros risques que je vois avec ces chatbots qui ont une très grande capacité d'adaptation en live. Donc pouvoir s'assurer que ces métiers-là ont toujours accès à l'impact et à ce à quoi, entre guillemets, ils servent quotidiennement. J'ai l'impression qu'il y a aussi une clé là-dedans. Oui, et peut-être, en fait, ce sentiment d'auto-efficacité et puis les renforts sur l'engagement, ça se fait que par l'expérience. C'est-à-dire, si aujourd'hui, dans mon métier de formateur ou d'enseignant, ce qui me plaît, c'est telle façon de faire parce que je vois que ça suscite de l'interaction ou de la progression chez les apprenants, etc., et que j'ai des retours positifs sur la façon de faire, c'est très difficile pour moi de me dire je vais faire complètement autrement parce que j'ai aucune certitude sur le fait que ça va bien fonctionner et que ça va continuer à m'apporter de la valeur. Mais par l'expérience, de se dire en fait là je vais faire un apport pédagogique, puis je vais permettre un échange tutoré avec l'IA, puis je vais revenir sur un groupe de travail, en l'expérimentant, en voyant les résultats que ça suscite, je peux finalement déconstruire mes a priori, voir que ça peut susciter des choses plaisantes à la fois du côté des apprenants, mais aussi du côté de moi, des choses intéressantes sur moi, le fait d'enseigner, même si au début, ça peut créer aussi cette impression-là que je ne peux pas me reposer sur des acquis, je ne peux pas être dans ma zone de confort avec ma façon de faire, mais finalement, encore une fois, à chaque fois que l'on bouscule un petit peu les habitudes, c'est aussi l'occasion de se confronter au retour positif que ça peut amener, au fait de se confronter à ses propres ressources d'adaptation, de finalement, je vais pas pouvoir délivrer mon contenu comme j'ai l'habitude de le faire, mais peut-être que dans la façon d'échanger avec les apprenants, dans les questions que ça va susciter, dans les manières dont je vais pouvoir y répondre, finalement ça va peut-être être presque mieux que ce que j'avais l'habitude de faire. Donc tout ça, cette question d'oser expérimenter, d'avoir des retours, d'en parler aussi avec ses pairs, c'est quelque chose qui peut être extrêmement moteur. Alors je dis tout ça, c'est un peu idéalisé parce que dans la pratique, il y a des programmes à suivre, il y a des contraintes de temps, donc finalement dans ces contraintes-là, on a envie de toujours délivrer plus de contenu, de faire comme on a l'habitude de faire, etc. Donc c'est pour ça que il y a plusieurs éléments dans le changement. C'est déjà accepter l'inconfort du changement et te dire que ça peut, cet inconfort, il peut être vecteur de choses qui vont être plutôt positives. Et puis, cet inconfort, c'est très difficile de l'accepter que individuellement, d'où le fait de absolument devoir changer, c'est quelque chose de collectif. Donc, comment collectivement on se crée des sortes de challenges pour mieux accepter l'inconfort, comment absolument on fait des retours d'expérience pour s'ajuster et pas faire tous dans son coin les mêmes erreurs, essuyer les mêmes plâtres, etc. Donc ça, c'est des choses qui font effectivement, qui font qu'on peut voir le changement comme quelque chose de positif, où on se sent soutenu, où on sent qu'on peut itérer de manière confortable et pas du tout, ça va pas nous coûter notre tout ce qui fait ce qu'on apprécie au travail. Voilà. Donc ça, c'est les conseils, c'est vraiment d'en faire un objet collectif et d'en faire un objet d'itération, d'expérience et d'accepter cet inconfort-là pour en faire un levier d'amélioration aussi à terme. Voilà ce que je peux en dire. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'apprentissage et pratique éclairée. Ce podcast fait partie des actions de sensibilisation portées par Cogix dans le cadre du projet Siconum, soutenu par l'État,
dans le programme France 2030 opéré par la Caisse des dépôts. Le projet Syconum, qui réunit 17 partenaires, dont l'agence Cogix, vise à intégrer les apports des sciences cognitives dans l'éducation numérique afin d'améliorer les méthodes d'enseignement et les outils d'apprentissage. Cogix est une agence de conseil et de formation qui mobilise les sciences cognitives pour adapter le travail au fonctionnement humain. Elle accompagne les organisations en s'appuyant sur la compréhension des mécanismes cognitifs et sociaux pour améliorer la qualité de vie au travail. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour découvrir les prochains épisodes.